L'Atlantide, le paradis perdu de l'humanité. Depuis 2 millénaires, et depuis que le grand Platon en a parlé dans ses dialogues Timée et Critia, les débats autour de l'île légendaire de l'Atlantide et de sa ville Atlante n'ont jamais cessé. Cette terre énigmatique a été recherchée dans d'innombrables endroits, l'océan Atlantique, l'Amérique du Sud, la mer Méditerranée, l'Afrique, l'Asie mineure, la mer du Nord, et bien d'autres lieux. Pourtant, partout où l'Atlantide était trouvée, elle ne correspondait pas aux descriptions de Platon. Et à l'endroit même indiqué par le philosophe au-delà des colonnes d'Hercule, cette terre mystérieuse reste introuvable à ce jour. Au sein de la communauté scientifique, il existe 2 approches principales concernant le terme Atlantide. Comme mentionné, Platon fut le premier à la nommer explicitement Atlantide. Cependant, les prédécesseurs de Platon possédaient également des connaissances sur cette terre, bien que sous d'autres noms. Les auteurs antiques concevaient généralement l'Atlantide comme un état technologiquement et culturellement égal à la Grèce, engagé dans une guerre contre elle, et finalement succombant à une catastrophe colossale lors d'un tel conflit. Inversement, les sciences occultes présentent fréquemment l'Atlantide comme une proto-civilisation, antérieure à la nôtre, qui a péri à la suite d'une série d'événements cataclysmiques. Ce récit trouve un écho dans les mythes et légendes de divers peuples à travers les continents. De nombreuses cultures partagent des récits d'un peuple ancestral qui a précédé l'humanité moderne et a été anéanti par un puissant cataclysme. Platon est mon ami, mais la vérité m'est plus chère, a déclaré le grand Aristote. Cela résume le problème central, où, quand et comment l'État Atlante a-t-il existé? Certains acceptent sans réserve l'existence de l'Atlantide, tandis que d'autres la rejettent catégoriquement, adhérant à la maxime « cela ne peut pas être, car cela ne peut jamais être ». Cependant, la majorité des chercheurs considèrent l'existence de l'Atlantide comme très probable, mais nécessitant des preuves concrètes. Le philosophe grec Crantor, par exemple, affirmait qu'en 310 avenue Jésus-Christ, il avait vu en Égypte une colonne sur laquelle était gravée l'histoire complète de l'île qui avait disparu sous les flots. Que savait Platon de l'Atlantide? Dans ses dialogues, il affirme que l'Atlantide a disparu en l'espace d'un seul jour et d'une seule nuit tragique, en un seul jour et une nuit terrible. Avant de décrire l'Atlantide, Platon avertit que le nom de l'île elle-même, ainsi que tous les autres noms de son récit, ne sont pas originaux mais des traductions en grec. Les Égyptiens, qui furent les premiers à enregistrer l'histoire de l'Atlantide, avaient traduit les noms atlantes à leur manière. Solon, qui transmit ces informations à Platon, ne vit pas la nécessité de conserver les noms égyptiens et les traduisit en grec. Le poète symboliste russe Veria Briusov, dans son œuvre Atlantide, note que Platon décrit l'Atlantide dans l'état qu'elle avait atteint après plusieurs millénaires de vie culturelle, lorsque l'île comptait déjà de nombreux royaumes distincts, une multitude de villes riches et une population immense, se chiffrant par millions. L'histoire de l'île elle-même commença par le partage des terres entre 3 dieux frères, Zeus, Hadès et Poséidon. Poséidon, par tirage au sort, reçut l'île de l'Atlantide et, de plus, devint le maître des mers. Lorsque Poséidon reçut l'Atlantide, seules 3 personnes y vivaient, un des hommes, produits au tout début par la terre, nommé Evenor, avec sa femme Leucippe et leur belle-fille Cléto. Poséidon tomba amoureux de Cléto, elle devint son épouse et lui donna 5 paires de jumeaux, les 10 premiers rois de l'Atlantide. Poséidon fut le premier à fortifier l'île pour la rendre inaccessible aux ennemis. Autour d'une basse colline, se transformant progressivement en plaine, 3 anneaux d'eau et 2 anneaux de terre furent creusés alternativement et circulairement. Au centre même de la colline, l'acropole, sur une élévation, Poséidon construisit un petit temple pour Cléto et lui-même, l'entourant d'un mur d'or pur. Un palais fut également construit sur l'acropole, qui fut agrandi et embelli par chaque roi successif, chaque nouveau souverain s'efforçant de surpasser son prédécesseur. De sorte qu'on ne pouvait contempler cet édifice sans s'émerveiller de l'ampleur et de la beauté des œuvres, écrit Platon. Les rois, les enfants de Poséidon, ne pouvaient naturellement se passer de bains, et c'est pourquoi ils construisirent de nombreux bains sur l'acropole. Il y avait des bassins pour le bain, à ciel ouvert, et, pour l'hiver, des bassins fermés, il y en avait de spéciaux pour la famille royale et pour les particuliers, d'autres encore séparément pour les femmes, et d'autres encore pour les chevaux et les bêtes de somme, chacun d'eux était situé et orné selon sa destination. L'eau sortant de ces bassins était dirigée pour irriguer le bosquet de Poséidon,
où la fertilité du sol produisait des arbres d'une hauteur et d'une beauté étonnantes. La plus grande et la plus majestueuse structure de l'acropole était un temple dédié uniquement à Poséidon. Il était d'une taille véritablement gigantesque, 185 mètres de long, 96 mètres de large, et d'une hauteur correspondante. À l'extérieur, le grand temple était entièrement revêtu d'argent, à l'exception des extrémités, faites d'or pur. À l'intérieur du temple, il y avait de nombreuses statues en or. La plus grande d'entre elles représentait le dieu Poséidon, debout sur un char, commandant une équipe de 6 chevaux ailés. La statue de Poséidon était si haute que sa tête touchait presque le plafond, qui était fini en ivoire et entièrement orné d'or, d'argent et d'oricalque. Les murs, les piliers et les sols à l'intérieur du temple étaient entièrement incrustés d'oricalque. Tout scintillait littéralement et s'enflammait dès qu'un rayon de soleil pénétrait le sanctuaire. Platon rapporte encore de nombreuses merveilles sur la capitale des Atlantes, puis passe à la description de tout le pays. L'île d'Atlantide était très élevée au-dessus du niveau de la mer, et sa côte s'élevait en une falaise inaccessible. Autour de la capitale s'étendait une plaine, entourée de montagnes s'étendant jusqu'à la mer. Tout le monde disait de cette plaine qu'elle était la plus belle de la terre et très fertile. Elle était densément parsemée de villages florissants, séparés par des lacs, des rivières et des prairies où paissaient de nombreux animaux sauvages et domestiques. Beaucoup de choses arrivaient aux Atlantes de l'extérieur, compte tenu de l'étendue de leur pouvoir, mais l'île elle-même produisait presque tout ce qui était nécessaire à la vie. Premièrement, tous les métaux durs et fusibles, aptes à être travaillés, y compris celui que nous ne connaissons aujourd'hui que par son nom, l'oricalque. Ces gisements se trouvaient dans de nombreuses parties de l'île. Après l'or, c'était le plus précieux des métaux. L'île fournissait tous les matériaux nécessaires au métier. Un grand nombre d'animaux domestiques et de bêtes sauvages vivaient sur l'île, entre autres, beaucoup d'éléphants. L'île donnait une nourriture abondante à toutes sortes d'animaux, qu'ils vivent dans les marais, les lacs et les rivières, ou sur les montagnes et dans les plaines, ainsi qu'à ceux-là, les éléphants, bien qu'ils soient énormes et voraces. L'île produisait et fournissait également tous les arômes qui poussent aujourd'hui dans divers pays, des racines, des herbes, la sève qui coule des fruits et des fleurs. Il y avait aussi un fruit qui donnait du vin, le raisin, et celui qui servait de nourriture, les céréales, ainsi que ceux que nous consommons également, que nous appelons par le terme générique, légumes. Il y avait aussi des fruits qui fournissaient simultanément boissons, nourriture et parfums, les noix de coco. Telles étaient les richesses divines et étonnantes que cette île produisait en quantité incalculable. Platon décrit ensuite la structure politique de la capitale et la ville elle-même, car avec de telles richesses du sol, les habitants construisaient des temples, des palais, des ports et des havres pour les navires et s'efforçaient d'embellir leur île. Sur cette île fortunée, chacun des 10 rois frères détenait un pouvoir absolu dans son royaume, mais la gouvernance générale de l'État de l'Atlantide était exercée par un conseil, où ils se réunissaient tous les 5 ou 6 ans, alternant les nombres pairs et impairs. L'autorité suprême revenait toujours à l'héritier direct d'Atlas, mais même le roi principal ne pouvait condamner à mort aucun de ses proches sans le consentement de la majorité de tous les rois. Tant que les Atlantes suivaient les principes de la vertu dans leur règne et tant que le principe divin prédominait en eux, tout leur réussissait. Mais lorsque la nature humaine, le principe ignoble triompha, lorsqu'ils perdirent toute bienséance et que la cupidité effrénée commença à bouillir en eux, lorsque les hommes devinrent un spectacle honteux, alors le dieu des dieux Zeus, voyant la corruption des Atlantes, autrefois si vertueux, décida de les punir. Il rassembla tous les dieux dans le sanctuaire céleste et s'adressa à eux en ces termes. À ce stade, le dialogue de Platon et Critias s'interrompt brusquement. Et ainsi commence l'histoire de l'Atlantide et sa recherche, longue de 2000 ans. Les hommes d'église déploraient la sagesse spirituelle de l'Atlantide, qui s'était souillée. Les philosophes dissertaient sur les souverains divins de cette île, les poètes chantaient la perfection fabuleuse de son organisation. Cependant, certains chercheurs estiment que les dialogues sur l'Atlantide étaient nécessaires à Platon pour exprimer ses pensées sur l'organisation idéale de l'État. Cependant, le récit de l'Atlantide, comme le note Valérie Briouzoff, n'est pas exceptionnel dans les écrits de Platon. Il y a aussi d'autres descriptions de pays fantastiques, revêtus de la forme de mythes. Mais aucun de ces récits n'est présenté, comme la description de l'Atlantide, avec des références à des sources. Platon, comme pour anticiper les doutes et objections futures,
prend soin d'indiquer l'origine de ces informations avec la plus grande précision que les auteurs antiques connaissaient. Au début du XXe siècle, 3 expéditions furent équipées et envoyées à la recherche de l'Atlantide, dont l'une, la seconde, était dirigée par Paul Schliemann, le petit-fils du célèbre découvreur de Troie, Heinrich Schliemann. Selon Paul Schliemann, son célèbre grand-père avait laissé une enveloppe scellée avec l'instruction qu'elle soit ouverte par le membre de la famille qui jurerait solennellement de consacrer toute sa vie aux recherches indiquées dans cette enveloppe. Paul Schliemann prononça ce serment, ouvrit l'enveloppe et lut la lettre qu'elle contenait. Dans la lettre, Heinrich Schliemann rapportait qu'il avait entrepris des recherches sur les vestiges de l'Atlantide, dont il ne doutait pas de l'existence et qu'il considérait comme le berceau de toute notre civilisation. À l'été 1873, Heinrich Schliemann aurait trouvé, lors de fouilles à Troie, un grand vase en bronze de forme particulière, à l'intérieur duquel se trouvaient des vases d'argile plus petits, de petites figurines en un métal spécial, de la monnaie du même métal, et des objets faits d'os fossiles. Sur certains de ces objets et sur le vase en bronze étaient écrits en hiéroglyphes phéniciens, du roi Chrono de l'Atlantide. Cependant, de nombreux chercheurs, tant russes qu'étrangers, considèrent ce récit avec scepticisme. La recherche de l'Atlantide a été et continue d'être menée partout à travers le monde entier. L'hydrogéographe soviétique I.A. Gakel a présenté son Atlantide sous la forme d'une bande étroite qui s'étend le long de la dorsale sous-marine de Lomonosov et relie l'archipel arctique canadien aux îles de Nouvelle-Sibérie. Alexandre Kondratov, membre titulaire de la Société géographique et membre du Conseil scientifique sur la cybernétique de l'Académie des sciences de Russie, a consacré de nombreux travaux au lien entre l'histoire de l'humanité et l'histoire des océans. Il a écrit de nombreux livres sur la légendaire Atlantide platonicienne et sur les nombreuses Atlantides des terres dites hypothétiques, aujourd'hui submergées. Les chercheurs étrangers Renata et Yaroslav Malina, dans leurs travaux sur les catastrophes naturelles et les visiteurs de l'espace, écrivent que les marins atlantes ont exploré la Terre. Ils disaient qu'ils voyageaient par air et sous l'eau, photographiaient des objets à grande distance, utilisaient les rayons X, enregistraient des images et des sons sur des bandes vidéo, utilisaient un laser à cristal, inventaient une arme terrible utilisant des rayons cosmiques, utilisaient également l'énergie de l'antimatière. Cependant, l'utilisation à des fins égoïstes des forces obscures de la nature par des prêtres ambitieux et les tremblements de terre de plus en plus fréquents ont conduit à la désintégration du continent en de nombreuses îles, qui ont ensuite également disparu dans la mer. Et 10 000 ans avant notre ère, une explosion souterraine a détruit l'île de Posédonie. Mais les radiations émises par un grand cristal gisant sur le site de la disparition de l'Atlantide entraînent la disparition soudaine de navires et d'avions dans le tristement célèbre triangle des Bermudes. Certains scientifiques affirment que les Açores, les îles Canaries et les îles du Cap-Vert sont la preuve de l'existence de l'Atlantide. Les vestiges d'un continent autrefois existant, ce sont les sommets des montagnes qui s'élèvent aujourd'hui au-dessus de l'océan. Cependant, les études géologiques menées par d'autres scientifiques, et les comparaisons historiques des cultures et de la vie de l'Atlantide et de ses îles, mènent à la conclusion que cette hypothèse est très probablement intenable. Peu avant la Seconde Guerre mondiale, le scientifique allemand H. Wirth a avancé une théorie selon laquelle l'Atlantide était située dans le nord du Groenland, où le climat était beaucoup plus doux à l'époque préhistorique. Wirth affirmait que les Atlantes qui y vivaient étaient les ancêtres de grands groupes de peuples indo-européens, y compris les Slaves. Et même les Esquimaux blancs seraient des descendants des Atlantes. Un refroidissement soudain survenu plusieurs milliers d'années avant notre ère les aurait forcés à quitter cette terre bénie. Les Atlantes auraient migré avec succès vers l'Europe, et en partie vers l'Amérique. Aucune des affirmations de Wirth n'a trouvé de confirmation dans les découvertes archéologiques ou géologiques récentes, cependant, ce qui suit a été révélé. Les recherches menées à l'aide d'un échosondeur sur le fond de l'océan Atlantique ont apporté des découvertes sensationnelles. Il a été constaté que tout le bassin océanique est divisé en deux par une barrière rocheuse. Alors que la profondeur de l'océan dans sa partie occidentale atteint 6500 mètres, elle est de 4500 mètres dans la partie orientale. La chaîne de montagnes elle-même s'élève du fond à une hauteur moyenne allant jusqu'à 3000 mètres. De ce massif sous-marin, des pics s'élèvent effectivement au-dessus de la surface de l'océan, formant les îles des Açores, qui sont apparues à la suite d'une activité volcanique. Cependant, les contours des continents nord et sud-américains,
comparés aux contours de l'Europe et de l'Afrique, ont conduit la plupart des scientifiques à conclure que la chaîne de montagnes découverte au fond de l'océan Atlantique n'est pas une île submergée, mais plutôt un vestige de terre montagneuse formée à la suite de la rupture des continents autrefois unis d'Europe, Amérique du Nord, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Comme il ressort de tout ce qui précède, la géographie de la recherche de l'Atlantide est très vaste et diverse.